Allez, retour sur le plateau de CQFD, toujours avec Jean-François Colombet, le préfet de Mayotte, qui nous a accordé un peu de temps quand même pour revenir sur l'actualité de Mayotte. Et dans l'actualité, monsieur le préfet, il y a l'eau. Et c'est vrai que nos concitoyens se posent des questions. Tous les jours, il y a des coupures d'eau, quel que soit... Alors ça tourne, on est bien d'accord. Est-ce que c'est efficace? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'on a économisé de l'eau? Pas autant qu'on le souhaiterait. Ah oui? Pas autant qu'on le souhaiterait. Le problème est assez facile à énoncer, il n'est pas facile à régler. Quel est le problème? À Mayotte, nous produisons, en moyenne, tous les jours, 22 000 mètres cubes d'eau. On produit ou on produit 22 000 mètres cubes d'eau tous les jours. Par les forages, par les captages, par le dessalement de l'eau. On produit 22 000 mètres cubes par jour. On consomme, robinet, 35 000 mètres cubes par jour en moyenne. Donc, ce qui veut dire que tous les jours, nous consommons 13 000 mètres cubes de plus que ce que nous produisons. Comment fait-on pour que chaque Mahorais ait de l'eau à son robinet tous les jours? Eh bien, nous prenons dans nos retenues collinaires. Celle de Dzoumonier, celle de Combani. 50% et 30% grosso modo, je voilà. pense. Aujourd'hui, ces deux retenues sont à un niveau trop bas. Nous avons, au moment où je vous parle, 32% de nos retenues qui sont encore disponibles. C'est-à-dire jusqu'au dernier jour de pompage. 32%. L'année dernière, à la même époque, on était à 50%. C'est-à-dire que nous avons beaucoup moins d'eau que l'année dernière. Pourquoi avons-nous moins d'eau au mois d'octobre 2020 qu'en octobre 2019? Parce qu'il pleut moins? Parce qu'on est plus nombreux? Non. D'abord parce que c'est pas tellement la question d'être plus nombreux, voyez-vous, parce que si vous faites référence, par exemple, aux étrangers, un étranger en situation irrégulière, ici, consomme très peu d'eau. Il vit dans un habitat dégradé, précaire, indigne, et il n'a pas accès à l'eau, il a un accès à la bande, à la fontaine, et il consomme en gros 30 litres d'eau par jour. Donc c'est pas l'immigration. C'est pas l'immigration, manque de pluie. Tout compris les bornes, les rampes d'eau, Covid, enfin tout ce qu'on a mis en place, tout compris, c'est 0,8% de notre consommation. Ouais. Pourquoi aujourd'hui avons-nous davantage de consommation d'eau? D'abord parce qu'il y a 1200 personnes qui se sont abonnées au service de l'eau. Souvenez-vous qu'en 2019, nous avons créé 4000 emplois dans le secteur marchand. 4000 emplois. Que font les gens quand ils accèdent à l'emploi? Ils prennent une maison. Ils changent de mode de vie. Oui, c'est ça. Et en changement de mode de vie, ils changent d'habitat. Et en changeant d'habitat, ils consomment davantage d'électricité et davantage d'eau. Donc ça, c'est la première raison. Ouais. 1200 personnes abonnées au syndicat de plus que l'année d'avant. La deuxième raison, c'est que pendant la crise Covid, il y a plein de gens qui habituellement allaient passer les vacances intermédiaires à Madagascar, aux Seychelles, à La Réunion, sont restés ici. Et ça a occasionné une consommation d'eau supplémentaire qui explique que nous ayons moins d'eau dans nos retenues. Mais exceptionnelle. Mais exceptionnelle. Ouais. Mais exceptionnelle. Mais vous savez, les 1200 abonnés de plus, c'est 360 000 mètres cubes par an. Ouais. C'est-à-dire que c'est l'équivalent de la réhausse de Combani qu'on a réussi à la force du poignet à faire l'année dernière au mois de novembre, qui n'est pas efficace cette année parce que elle a été terminée après la saison des pluies, mais qui sera très utile l'année prochaine. Donc en gros, il faut probablement investir, ce qui n'a pas été fait au cours des 20 dernières années, il faut le dire, sans polémiquer, sans chercher qui est responsable, il faut probablement investir près de 50 millions d'euros par an pendant les 10 prochaines années pour assurer de l'eau à tous avec le développement économique. Dans quel domaine on va investir? Je pense qu'il y a... collinaire, on va construire cette fameuse Le SNEAM a beaucoup travaillé sur le sujet. Ouais. Il faut produire davantage d'eau. 22 000, il faut monter beaucoup plus haut. Donc je pense que dans les prochaines années, dans les 5 prochaines années, il faudra 3 usines de dessalement de plus. 3 usines. Avec une énergie qui sera propre à chaque usine. Parce que la particularité du dessalement, c'est que ça produit une eau très chère.
C'est ça. Et pourquoi c'est très cher? Parce que l'énergie est chère. Si on couple une unité de dessalement et un parc photovoltaïque en proximité ou en distanciel, peu importe, mais si on a une énergie produite et renouvelable qui vient alimenter les usines de dessalement, le coût au mètre cube d'eau descend. Donc il faudra probablement 3 usines de dessalement. Il faut inévitablement faire cette fameuse 3e réserve, cette 3e retenue d'eau qui traîne depuis 10 ans, sur laquelle ça avance un peu. Sujet foncier, vous le savez bien. Bon, il y a un sujet foncier énorme. La DUP, il faudra y aller et il faudra avancer. Il faudra faire. De toute façon, on n'a pas le choix. Il faudra stocker de l'eau. Produire, c'est bien. La stocker, c'est tout à fait indispensable aussi. C'est-à-dire que là, ok, on sait, il faut une 3e retenue collinaire. L'idée de faire des stations pour la désalinisation, parfait. Mais avant que tout ça soit construit. Les 10 prochaines années, il faut mettre 10 ans. Pendant 10 ans, on va avoir le robinet. Si la croissance économique est très forte, nous aurons probablement des difficultés pendant les prochaines années. C'est inéluctable. Inéluctable. Mais on peut accélérer les choses. Les coupures d'eau auxquelles vous faites allusion aujourd'hui, qui empoisonnent un peu la vie de tout le monde, elles sont pas liées à une pénurie d'eau. Elles sont liées à une pénurie des équipements. Par exemple, des réservoirs tampons qui sont sous-dimensionnés. Et alors qu'il faut absolument investir dans des réservoirs plus importants de façon à maintenir le réseau en pression tout le temps. Vous voyez, ces micro-coupures là qui sont très très pénibles, notamment sur les points hauts, ils sont dus à une insuffisance structurelle. Donc il faut continuer à investir sur ces équipements-là. À une époque, ce préfet, ici à Mayotte, il n'y a pas si longtemps que ça fait 15 ans que je suis sur Mayotte, donc je l'ai connu, on avait tous nos réserves d'eau, des citernes. Des citernes sous les maisons, et tous ceux qui nous écoutent, qui nous regardent le savent, qu'elles soient en béton, qu'elles soient en plastique, on avait des réserves d'eau qui étaient alimentées par l'eau de pluie. Et on arrivait à faire les jonctions entre la saison sèche et la saison humide. Puis un jour, on nous a dit, allez, il faut arrêter avec tout ça, maintenant c'est l'eau courante, etc. Et si on revenait à des systèmes qui ont fonctionné? Mais c'est un système qui fonctionne très bien en Guadeloupe. Hein. Ben oui. En Guadeloupe, vous avez des réserves d'eau sur tous les hôtels, dans tous les restaurants, même chez les particuliers. Bien sûr. Mais en Guadeloupe, le sujet de l'eau est beaucoup plus aigu qu'ici. Ouais. Je connais bien le sujet. Il y a des tours d'eau toutes les semaines, c'est très très lourd, notamment sur la Grande Terre. Sur la basse terre, c'est supportable. Sur la grande terre, c'est très sévère. Mais vous avez raison. On peut tout à fait imaginer que une partie de notre eau soit d'une eau retenue, des pluies qui tombent sur Mayotte et qui servent à des usages pour lesquels nous n'avons pas besoin d'eau potable, par exemple. Chasse d'eau, choses comme ça, quoi. Bien sûr, absolument. Bien sûr. On va changer de sujet, si vous êtes d'accord, parce que le temps tourne et on a encore plein de choses à voir avec vous. Le décasage. Alors, je sais que vous n'aimez pas ce mot-là, monsieur le préfet. On va appeler ça la démolition, mais tout le monde comprend ce que ça veut dire. Il y a des habitations en tôle qui vont être détruites en quantité à la fin du mois. Je ne parle pas de celles qui ont été faites récemment, mais je parle en quantité. Fin octobre, on va avoir peut-être 400 familles qui vont être expulsées. Alors, il ne faut pas le voir comme ça. D'abord, on en a fait cette semaine quelques-uns. On a effectivement détruit des bangas. À chaque fois, nous agissons dans le cadre de la loi, et notamment de la loi Elan. La loi Elan prévoit des dispositifs, des procédures d'enquête sociale. C'est-à-dire que les services passent dans tous les bangas pour savoir par qui il est occupé, quelle est la composition de la famille, est-ce que les gens sont français ou est-ce qu'ils sont étrangers, est-ce qu'ils ont un statut, est-ce qu'ils n'en ont pas, etc. pour avoir la photographie la plus précise. Hein. Et puis ensuite, on rencontre. Il y a eu en début de semaine une réunion à Kahani avec les gens qui occupent le terrain que je vais libérer au mois de novembre. Donc, ils sont au courant, ils savent bien sûr, ce qui va se passer. Mais naturellement, on travaille ça sérieusement. Ils savent qu'ils vont devoir partir. Ils savent, pour ceux qui sont français ou qui sont étrangers en situation régulière, des possibilités de relogement, naturellement, et tout ça se travaille. Et là, vous avez déjà, vous savez comment vous allez reloger ces gens? Parce que la loi Elan l'oblige. La loi Elan nous fait obligation d'héberger. D'héberger, oui. Attention, hein, il y a une nuance entre héberger et loger. Héberger, ça veut dire, pendant 2, 3, 4 semaines, mettre la personne ou la famille à l'abri
pour qu'elle ait le temps de se retourner et de trouver un moyen de loger dans un logement classique. Et on a les surfaces qui vont bien à Mayotte pour héberger 400 personnes pendant 2-3 semaines. Alors, vous savez, ça fait 1 an que je me bats pour que le décret qui permette de financer l'habitat adapté, comme on l'appelle, c'est un habitat à 39 000 euros, pardon, qui avec l'accès eau, électricité, salle de bain, cuisine, etc., puisse bénéficier des crédits de logements sociaux. On me dit que c'est imminent. Le décret, ça fait 1 an que je me bats, le décret va sortir, c'est imminent, et je crois que c'est vrai, c'est imminent. Mais ce décret va nous permettre de faire converger des moyens financiers conséquents vers ce type d'habitat, qui est un habitat intermédiaire, où il est 100 fois préférable de loger une famille qui a 2 enfants ou 3 enfants de Français dans cet habitat-là, où les gamins vont pouvoir faire les devoirs tranquillement, progresser à l'école, ne pas avoir la tentation d'aller dans la rue la nuit, etc., parce que les conditions de vie seront plus décentes. Eh bien, cet habitat adapté, qui est construit essentiellement avec des briques de terre fabriquées à Mayotte, qui avec une ossature anticyclonique, antisismique, dans des conditions de sécurité optimum, nous allons pouvoir le développer comme nous le faisons actuellement sur le talus de Magicavo. Allez voir le talus de Magicavo, c'est absolument remarquable. Ça monte très vite. C'est bien, c'est fonctionnel. Ça fait travailler l'économie locale. Ça fait travailler tous les artisans locaux. Il n'y a pas besoin d'une grand major pour faire ça. Et quand vous comparez l'habitat en banga, l'image que ça restitue, les conditions de vie lamentables des gens dans cet habitat-là, et que vous comparez ce logement-là, je dis, il faut y aller à fond. Et on a le foncier pour ça ? Ben, il y a du foncier, les communes ont du foncier, l'État a du foncier, le conseil départemental a du foncier. Si tout le monde a la volonté d'avancer, mais tout est à notre portée. Donc en fait, les hébergements, pas les logements, les hébergements, ce seront des maisons, des petites maisons à 40 000 euros, faites en briques, et ils seront dans ces logements pendant 3-4 semaines. Voilà. Un petit mois. Et puis peut-être. Et après, qu'est-ce qui se passe? Peut-être un peu plus si c'est plus compliqué pour les reloger, avec un opérateur social qui va venir là. Par exemple, le talus de Magicavo, la Fondation Abbé Pierre arrive. Oui, il y a un savoir-faire qui sera développé sur le terrain. Sauf que ça, il faut que nous le fassions à une échelle beaucoup plus importante. Moi, les plans étaient prêts, la cartographie était prête, la DEAL avait fait un super boulot, et au mois de mars, quand on était prêt à commencer notre opération d'effacement des bidonvilles, nous sommes rentrés dans la crise sanitaire. Voilà. Évidemment, ça a changé la donne. Mais là, nous repartons, et d'ici la fin de l'année, nous aurons détruit plus de 100 bangas, avec le concours des maires. Moi, je compte sur eux, bien sûr. Hein. Et d'ici la fin de l'année prochaine, nous serons sans doute en mesure de financer entre 200 et 300 habitats adaptés sur Mayotte. Ça veut dire pratiquement le double de bangas détruits. C'est ça, là on est parti. Là. Et puis il y a l'actualité nationale qui nous a frappé ces derniers jours, ce drame qui s'est passé, cet enseignant qui a été décapité parce qu'il a montré des caricatures. Qu'est-ce que vous ressentez au fond de vous? On est sur un territoire à 97% musulmans qui, pour certains, disent faut pas se moquer du prophète. Ici, à Mayotte. Hein. Moi, écoutez, je ressens ce que tout le monde ressent. Je crois qu'on ressent du dégoût, de la colère, de l'indignation. On est Français au plus profond de nous-mêmes. Donc on sait très bien que l'esprit critique, c'est un trésor. C'est un trésor que nous enseigne l'école. Et l'école, c'est des hommes et des femmes, c'est des enseignants qui font un métier passionnant, mais on le voit, difficile. Et ce qui est insupportable, c'est que ce soit un métier risqué aujourd'hui. Donc moi, ma réaction, c'est une réaction de soutien d'abord, comme le recteur a pu pareillement témoigner son soutien total aux enseignants. J'ai envie de dire aux enseignants, vous n'avez pas le droit d'être en danger. Si vous êtes confronté à une situation qui vous semble délicate, si vous sentez que votre indépendance pédagogique est en train de faiblir, si vous sentez que vous perdez un peu cette capacité à transférer des valeurs, des connaissances, appelez-moi directement, envoyez-moi un mail directement.
Monsieur le préfet, est-ce que ça peut arriver à Mayotte, ce qui s'est passé Moi, je ne crois... franchement, on n'est jamais sûr de rien. Oui. Mais vous voyez bien qu'à Mayotte, la société vit un islam paisible. Ah oui, la grande majorité. Pas la grande majorité, l'immense majorité. Mais les majorités en France aussi vivent un islam paisible. C'est un modèle pour la métropole. Et d'ailleurs, mercredi... nous étions avec le grand cadi, avec le président du conseil départemental, avec le maire de Mamoudzou, avec le recteur naturellement, avec les enseignants tout autour de nous. Mayotte, c'est un modèle. Mayotte doit montrer quelle est la qualité de l'islam qui est pratiqué ici. Il nous reste quelques minutes. On va aborder l'Europe, et Dieu sait que c'est important. Il est derrière vous, le drapeau européen. On attend cette nouvelle enveloppe. De combien Mayotte va être dotée en millions d'euros ce coup-ci? Vous avez déjà une idée? Oui, j'ai une idée, même si tout n'est pas totalement tranché, parce que le conseil départemental avait peut-être une vision encore plus ambitieuse que celle qu'on a pu définir. Il y a deux choses qui sont importantes sur l'Europe. D'abord, le montant des fonds européens sera plus que doublé à Mayotte, alors qu'il diminue ailleurs. Ici, il sera plus que doublé, on sera à 110, 113% de plus. Ça veut dire que FEDER FSE, on sera entre 500 et 600 millions d'euros sur le prochain programme. C'est considérable. Ah ben c'est le double. C'est le double, plus que du double. Ouais. Ensuite, il y a dans tous ces fonds le fonds Interreg. C'est souvent compliqué à activer. Oui, mais pour Mayotte, c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que c'est la façon d'inscrire Mayotte dans un contexte régional. C'est la façon, à la disposition du conseil départemental, de faire rayonner Mayotte à l'égard des États insulaires, de la région naturellement, mais aussi, et surtout, notamment dans la problématique du gaz sur le Mozambique, par rapport aux États continentaux de la région. Et donc, moi, j'ai milité pour que Mayotte, le conseil départemental de Mayotte, soit autorité de gestion pour ces fonds Interreg. Ça leur permettra, même s'ils sont très associés à la gestion que nous avons des fonds actuels, ça leur permettra bien de roder les services. Et c'est la dernière étape avant le transfert de l'autorité de gestion complète au conseil départemental. Mais sur le fonds Interreg, c'est le conseil départemental qui sera autorité de gestion dès le prochain programme. Et ça, c'est une très très bonne nouvelle pour Mayotte. C'est clair. Merci beaucoup, Monsieur le Préfet, je vous en prie, d'avoir répondu à toutes nos questions. On aura encore d'autres questions, mais ce sera pour une prochaine fois si vous êtes d'accord. On est bien ici dans votre bureau. Vous revenez quand vous voulez. C'est noté. Merci beaucoup, Monsieur le Préfet. Allez, c'est tout pour ce CQFD. Nous, on se retrouve évidemment la semaine prochaine avec un autre invité et une nouvelle émission. Ciao.